Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Le Petit Prince a fait de son auteur un roi de l'édition. Les ventes du livre se sont envolées, mais le passionné d'aviation qu'était Antoine de Saint-Exupéry ne l'a jamais su. Vous êtes son arrière-petit-neveu et défendez une image qui va bien au-delà des illustrations liées à ce classique. Bonjour Thomas Rivière. Bonjour. Alors, c'est vrai que vous êtes l'arrière-petit-neveu d'Antoine de Saint-Exupéry. Exactement, c'était l'oncle de ma grand-mère. Voilà, et donc ça fait 80 ans exactement que Le Petit Prince est sorti en France, car il est sorti aux États-Unis 3 ans auparavant. Je crois qu'on est à 5 millions d'exemplaires vendus chaque année. Exactement, Le Petit Prince a 2 anniversaires. 1943, c'est sa date de naissance aux États-Unis, et 1946, c'est sa première publication en France aux éditions Gallimard. Alors, vous êtes depuis 15 ans à la demande de la famille, celui qui s'occupe justement de l'image du Petit Prince. Vous avez fait des études de commerce et dans le textile, ça n'a rien à voir au départ. Exactement, j'ai fait des études de commerce et on m'avait toujours dit que je travaillerais un jour pour Le Petit Prince et je n'y croyais pas. Et finalement, la prophétie a fait que j'ai rejoint il y a une quinzaine d'années l'équipe, puisque c'était un tout petit bureau et aujourd'hui on est une quinzaine de personnes à s'occuper du Petit Prince au quotidien et à l'accompagner dans toutes ses nouvelles aventures un petit peu partout dans le monde. Alors l'actualité, c'est une édition spéciale du Petit Prince qu'on va évoquer, ce sont aussi d'autres choses, mais le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer un parcours. Et finalement, on connaît Le Petit Prince, mais on ne connaît pas forcément le parcours de Saint-Exupéry. C'est très curieux. C'est vrai que le livre est plus connu que l'auteur, c'est-à-dire que le Petit Prince, c'est véritablement le livre que tout le monde connaît, qu'on peut réciter par cœur, qui a voyagé partout dans le monde. Et Saint-Exupéry est un petit peu moins connu. On peut donner un exemple. Vous avez parlé de chiffres tout à l'heure. Le Petit Prince en France se vend chaque année à 500 000 exemplaires, alors qu'un livre comme Terre des Hommes, lui, se vend à 10 000 exemplaires. Donc vous voyez, Le Petit Prince, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Alors, on va évoquer le parcours de Saint-Exupéry pour commencer, à travers des dates. C'est le principe des clés d'une vie. La première date, c'est le 7 juillet 1912, qu'on peut évoquer à travers cette chanson. Aviateur avec Véronique Jeannot, car ce jour-là, il monte pour la première fois à bord d'un monoplan. C'est un coup de bluff. C'est assez incroyable cette histoire puisque c'est son baptême de l'air. Il est allé faire son baptême de l'air à Strasbourg. Et en fait, il a fait ce baptême de l'air sans l'autorisation de sa mère. Il a décidé, il voulait absolument voler. Depuis tout petit, il voulait voler. Et depuis tout petit, il a souhaité faire ça. Et donc, il a défié un petit peu l'autorité parentale pour pouvoir voler de ses propres ailes. Il a trouvé un pilote, Gabriel Wroblewski, qui a dit « t'as l'autorisation de ta mère ?» Il a dit oui, c'était faux. Exactement. Et il était heureux. Et c'était la plaine, c'était à Ambérieu, Ambérieu, oui. Oui, qui était une plaine au départ de 300 hectares, où il y a eu le premier meeting aérien, un an plus tôt, organisé par un certain Louis Moutier, cycliste passionné d'aviation. Exactement. Et donc, on voit que la passion d'Antoine de Saint-Exupéry pour l'aviation, et en fait, c'est toute sa vie. Vouloir voler, voir le monde d'en haut, ça a été quelque chose qu'il a habité toute sa vie. Alors, les Saint-Exupéry, au départ, c'est une famille qui remonte, je crois, à 1073, de Limousin. Oui. Et ensuite, c'est une famille de nobles, mais une famille de nobles avec des châteaux, mais pas d'argent. Exactement, nous sommes sur une famille. Alors Antoine de Saint-Exupéry a perdu son père très jeune et sa mère a dû élever ses enfants. Il avait 4 ans, je crois, quand son père est mort. Exactement. Et donc du coup, sa mère a dû élever ses enfants et donc elle ne travaillait pas. Et donc c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment d'argent et c'est pour ça que ce château a fini par quitter la famille et être vendu quelques années plus tard. Mais la passion entre Marie, la mère d'Antoine de Saint-Exupéry, et son fils est énorme. Ils vont s'écrire toute leur vie et elle va, je crois, l'aider dans ses jeunes années, être toujours présente. Exactement, elle est très présente dans toutes ses correspondances, puisqu'elles ont été publiées aux éditions Gallimard, on les retrouve, bien sûr, les lettres à ma mère. Il s'écrivait de façon passionnée, et on sentait l'amour d'une mère, et on sentait l'amour d'un fils pour sa mère. Elle a toujours été là, elle lui a donné des conseils, elle a toujours été présente, et donc c'est vrai que ça a été quelqu'un de très important dans toute sa vie. Et puis elle lui a inculqué ce côté artistique, puisque je crois que la mère de Saint-Exupéry était musicienne et peintre. Oui,
l'ensemble des enfants, dont mon arrière-grand-mère, Gabrielle, ont été éduqués aux arts. Et donc, il faisait des pièces de théâtre dans le domaine. Et, il peignait. J'ai moi-même à la maison des toiles de mon arrière-grand-mère, des aquarelles absolument magnifiques et qu'on garde précieusement parce qu'elles ont une histoire familiale absolument incroyable. Et puis il y a une autre femme présente dont on connaît peu le nom, c'est Paula Henschel, qui était, je crois, la gouvernante d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors, je ne connais pas très bien. Elle est dans Pilote de guerre et il dit qu'elle a été un bouclier tout au long de ses jeunes années. Vous voyez, je vous apprends quelque chose. Écoutez, vous me l'apprenez. Alors, il se trouve que le château de la Mole, c'est la propriété de la grand-mère maternelle aussi. Oui. C'est un château qui a été revendu à Patrice de Caulmont, qui est décédé l'an dernier du Club 55 Saint-Tropez. Mais c'est un château qui était dans votre famille pendant des années. Exactement, dans lequel la mère de Saint-Exupéry avait été enterrée et que nous avons pu ramener dans le caveau familial il y a quelques années. Et puis il y a un autre château important dans la vie de Saint-Exupéry et qui aujourd'hui revit, c'est le château de Saint-Maurice de Rémens. Exactement, donc c'est ça la maison d'enfance dont Antoine de Saint-Exupéry parle avec beaucoup de nostalgie. C'est toute son enfance et vraiment il a des souvenirs absolument incroyables. Il en parle d'ailleurs dans ses œuvres. C'est un domaine où il a inventé, c'est un domaine où il a joué avec son frère disparu, avec ses sœurs. Et c'est un domaine qu'il a vraiment adoré. Et d'ailleurs, ce château a pour objectif de devenir un musée dans les prochaines années. On parle depuis plusieurs années de ce projet qui est entre les mains de la région, qui a été racheté par la région il y a quelques années. Nous sommes actuellement en train d'étudier la possibilité, la faisabilité de faire revivre ce lieu, de faire de ce château un musée à la mémoire, à la gloire d'Antoine de Saint-Exupéry et du Petit Prince, puisque c'est l'endroit parfait. C'est juste au nord de Lyon, c'est vraiment pas très très loin et c'est un lieu qui vraiment est rempli d'histoire et rempli de nostalgie. C'est un lieu qui a besoin de travaux absolument immenses mais qui peut revivre et qui va revivre dans les prochaines années et évidemment quand ce sera ouvert on en parlera et on invitera évidemment tous les auditeurs puisqu'on veut en faire un lieu de vie, un lieu de connaissance, un lieu de savoir et un lieu de mémoire. À propos de savoir, on ne peut pas dire que les études d'Antoine de Saint-Exupéry aient été très brillantes. Non, mais on s'est rendu compte que c'était quelqu'un d'assez rêveur finalement, malgré le sérieux de l'adulte qu'il était et du pilote qu'il est devenu, de l'excellent pilote qu'il était. C'est vrai que c'était pas quelqu'un qui était très bon à l'école, mais qui approuvait avec son écriture, avec sa façon de voir le monde, avec sa poésie, avec sa philosophie, que finalement il avait un attrait pour les lettres notamment. Oui, mais ce qui est extraordinaire quand on voit le sérieux, la précision d'Antoine de Saint-Exupéry, c'est qu'à l'école, il lâchait son stylo et l'encre tombait. Exactement, c'était, vous savez, on l'appelait Pic la Lune. Il regardait un peu le ciel un peu tout le temps avec son nez si particulier, si reconnaissable. Et donc c'était vraiment quelqu'un qui avait pour ambition qui rêvait, qui regardait déjà les nuages en fait. C'est quelqu'un qui regardait déjà en l'air. Et puis il était indiscipliné, je crois, et régulièrement puni. Il revenait de l'école en pleurs et sa mère le consolait. Oui, c'est marrant de dire qu'il était indiscipliné parce que puisqu'il est devenu militaire et qu'il s'est battu pour la France, il a combattu, il est mort pour la France. Et c'est marrant de voir les deux personnalités cohabiter finalement de cet enfant qui était un enfant finalement à la fois rêveur et indiscipliné et qui est devenu un adulte respecté et puis un héros. Voilà, mais Thomas Rivière, ce qui est étonnant aussi, c'est que là on devine l'écrivain. Son seul prix à l'école, ça a été un prix de narration française en 3e, je crois. Exactement. Et puis on se rend compte que finalement, il s'en est plutôt bien sorti. et puis la poésie l'a toujours passionné. Je crois qu'à 6 ans, il commençait à écrire des poésies et qui réveillait sa mère la nuit pour les lire. Comme on le disait tout à l'heure, ils ont vraiment été éduqués dans les arts et dans la culture. Et vraiment, je pense que très tôt, ils ont été amenés à manier, lui, son frère et ses sœurs, la poésie ainsi que la peinture, comme on l'a dit tout à l'heure. Et c'est vrai que ça fait partie d'eux. Ça fait vraiment partie d'eux. Et donc, on retrouver la poésie dans les écrits plus tard d'Antoine de Saint-Exupéry. Oui. Donc tout a été forgé à cet âge-là. Oui, mais quand même, se retrouver à 3h du matin, réveiller sa mère, c'est ce que faisait Raymond DeVos avec sa femme quand il écrivait un texte. Elle dit « Maman, j'ai écrit ça, et qu'est-ce que t'en penses ?» Vous voyez, c'est rigolo. L'histoire est incroyable. Et je sais qu'il a écrit un livret d'opérette qui n'a jamais été monté, qui s'appelait « Le Parapluie ». Exactement. Mais en fait, Antoine de Saint-Exupéry a beaucoup écrit, que ce soit les livres qu'on connaît bien sûr, les articles de journaux,
ou toute sa correspondance, puisque nombre de ses correspondances ont été publiées. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui écrivait beaucoup, tout comme il dessinait beaucoup, on en reparlera certainement tout à l'heure, qui dessinait sur les bouts de nappe, sur les sous-bocs, qui dessinait dans des carnets, qu'il laissait un peu partout. Donc voilà, c'est quelqu'un qui laissait des traces. Il a fait de l'aviation, mais il aurait pu finir à l'école navale. Mais il a raté l'oral. Exactement, il a raté l'oral. Et finalement, sa destinée a été tout autre. Et ça a été une destinée absolument fantastique, puisque il a eu 1000 vies. C'est quelqu'un qui est mort à 44 ans. Et on se rend compte qu'il en a vécu des choses en 44 ans. Mais il se trouve aussi qu'il a fait les beaux-arts en architecture, Saint-Exupéry, Thomas Rivière, mais qu'il ne connaissait rien à l'architecture. Non, il n'avait pas de notion. Alors, c'est vrai que quand on fait ce type d'école, c'est pour apprendre, mais il avait cette passion pour le dessin. Et souvent, les architectes sont des dessinateurs. Et Saint-Exupéry a illustré lui-même Le Petit Prince et a laissé une œuvre considérable en termes de dessin. Donc, il y avait déjà cet attrait pour le crayon et pour le trait. En même temps, il avait envie de liberté. Il était allé au service militaire, persuadé qu'il pourrait réussir à ce moment-là. Exactement, et finalement, oui, ça l'a mené à vivre certains de ses rêves, puisque ça l'a amené à devenir le pilote qu'il est devenu. Oui, sauf qu'au service militaire, je crois qu'il espérait voler, il se retrouve avec la corvée de patates. Exactement, et puis il commencera évidemment aussi, il sera mécanicien, oui. Donc oui, on ne vole pas tout de suite quand on rentre, et ça a été un long parcours, mais il y est arrivé. Eh ben, ce long parcours, on va l'évoquer à travers une autre date importante, justement, le 18 juin 1921. A tout de suite sur Sud Radio avec Thomas Rivière pour parler d'Antoine de Saint-Exupéry et du Petit Prince. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Thomas Rivière, arrière-petit-neveu d'Antoine de Saint-Exupéry. On va évoquer tout à l'heure les 80 ans du Petit Prince, un livre qui va encore continuer pendant des générations et des générations à toucher beaucoup de lecteurs. On évoque d'abord le parcours de Saint-Exupéry, on a évoqué ses débuts, et le 18 juin 1921, son premier vol libre, le premier tour en double commande sur un Farman F-40, qui est un avion de reconnaissance de la Première Guerre mondiale. Tout à fait. Et c'est, je crois, que la conséquence de la concrétisation d'un rêve, car il rêvait de voler. Exactement. Depuis tout petit, Antoine de Saint-Exupéry voulait voler, il regardait le ciel, il a toujours souhaité voler. Il a donc, on l'a dit tout à l'heure, passé son baptême de l'air très tôt. Et donc, comme concrétisation de ce rêve, il a enfin pu accéder à cela avec beaucoup de conviction, parce que c'était une véritable volonté. Et un passionné de Saint-Exupéry a écrit une série grâce au Petit Prince et parce qu'il aimait ce Petit Prince. Les chevaliers du ciel, dans un bruit de tonnerre. Jean-Michel Charlier, qui a écrit Tanguy et la verdure, les chevaliers du ciel, chanté par Johnny Hallyday, a découvert ce milieu avec le Petit Prince et Saint-Exupéry. Ah ben je ne le savais pas, vous me l'apprenez. Alors, donc, premier vol libre et le 37e régiment d'aviation à Casablanca en 21, car là, il commence une carrière de militaire, Saint-Exupéry. Exactement, ça fait partie de l'incroyable destinée d'Antoine de Saint-Exupéry. Il a eu 1000 vies, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que, on en parlera certainement tout à l'heure, mais il a travaillé pour l'Aéropostale, il a été un pionnier de l'Aéropostale, mais il a fait ses classes et il a commencé comme militaire. Et donc, c'est une partie importante de sa vie, puisque jusqu'au bout de sa vie, finalement, il sera ce combattant, ce héros qui mourra pour la France. Et donc, ça fait vraiment partie de son ADN. Et ça fait partie de ce personnage à la fois lumineux, courageux, qui a tout consacré pour la liberté, pour la France et pour ce qui pensait être juste. Alors, ce qui est étonnant, Thomas Rivière, c'est que alors qu'à l'école, il est un élève pas du tout brillant, là, dans l'armée, en un peu plus d'1 an, il va vraiment monter toutes les marches vers le sous-lieutenance. Exactement, il va gravir les échelons parce que il a trouvé sa voie. Il n'était certainement pas à l'aise à l'école et que à l'armée, il va gravir les échelons, comme vous avez dit, pour trouver sa place. Alors, il va à Istres, ensuite il va à Villacoublay où il va commencer à voler, et puis il va être affecté au 34e régiment d'aviation du Bourget. Oui. Et le Bourget, à l'époque, c'est le premier aéroport civil de Paris, qui restera le seul jusqu'à la construction d'Orly.
Il y a une histoire assez folle avec le Bourget, puisque c'est un lieu de Saint-Exupéry. Il y a des lieux comme ça qui racontent l'histoire de Saint-Exupéry. On peut parler de Toulouse, on peut parler évidemment de Paris, on peut parler de New York. Mais le Bourget, on a eu un espace Saint-Exupéry pendant longtemps où il y avait des expositions dédiées. Ils ont des morceaux de l'appareil dans leur réserve qui sont préservés parce qu'il faut y faire très attention, c'est très fragile. Le dernier avion d'Antoine de Saint-Exupéry, le Lightning P-38, eh bien, qui ont été repêchés bien des années plus tard, eh bien, ils ont des morceaux. Donc, c'est un véritable musée qui n'est pas évidemment dédié qu'à Saint-Exupéry, mais Antoine de Saint-Exupéry a sa place au Bourget, et pour toutes ces raisons-là. Et en même temps, c'est au Bourget que le 1er mai 1923, il a eu un accident qui aurait pu lui coûter la vie. Oui, et c'est vrai que Antoine de Saint-Exupéry, il y a des questions qu'on pose beaucoup sur Saint-Exupéry. Est-ce que c'était un bon dessinateur? Est-ce que c'était un bon pilote? Moi, j'ai envie de répondre oui à toutes ces questions. C'était un très bon dessinateur, et ses dessins ont fait le tour du monde. On en parlera tout à l'heure. Mais c'est un pilote absolument incroyable. Il faut se dire qu'à l'époque, les avions n'étaient pas du tout aussi fiables et sûrs. Voilà, c'est pas les avions d'aujourd'hui. Quand on voit qu'il pilotait des avions dans les années 20, dans les années 30, que plus tard, à l'heure de l'aéropostale, il traversera les océans. Des accidents, il en a eu plusieurs. Bien, fort heureusement, la plupart du temps, il s'en est très bien sorti. Et ça lui a inspiré des scènes clés du Petit Prince d'ailleurs. Mais voilà, il faut savoir que la technologie à l'époque, les appareils n'étaient pas aussi fiables qu'aujourd'hui. Mais c'était un excellent pilote. En même temps, avec l'accident, il se retrouve bloqué à terre. Il va être contrôleur de fabrication dans un comptoir de Tuileries. Il va faire des choses qui l'ennuient, car la vie au sol, Antoine de Saint-Exupéry, ça l'ennuie complètement. Oui, mais en même temps, il va faire des choses au sol et il va également, au long de sa carrière, déposer des brevets dans l'aéronautique. Donc c'est quelqu'un qui finalement comble le vide et ne s'ennuie jamais parce que c'est un inventeur, c'est un créatif dans tous les sens du terme, puisqu'il est capable d'imaginer des brevets d'aéronautique et il est capable d'écrire et dessiner. Donc c'est vraiment quelqu'un qui passe sa vie à créer. Oui, parce que je crois que c'est pas un commercial. Je crois qu'il a travaillé dans une usine de camions et en 1 an et demi, je crois qu'il a vendu un camion. Oui, il n'avait pas la fibre commerciale. C'est autre chose. Et alors ensuite, il est engagé par une compagnie qui s'appelle Latécoère. Et là, le constructeur Pierre-Georges Latécoère a construit des avions pendant la guerre. Après la guerre, il a pris ses avions et il a fait avec ses avions ce qui est devenu l'aéropostale. Exactement, une des plus grandes épopées du siècle passé, la grande épopée de l'aéropostale, c'est tout simplement incroyable de se dire que ces pilotes courageux montaient dans ces avions dont on parlait tout à l'heure et traversaient l'Atlantique, traversaient les océans, traversaient les déserts pour acheminer le courrier, pour créer du lien entre les hommes. D'ailleurs, Saint-Exupéry en parlera dans le Petit Prince. Il faut, pour créer du lien, c'était très important. Aujourd'hui, ça nous paraît un petit peu lointain avec les moyens de communication qu'on a, instantanés. On envoie des messages très vite, mais à l'époque, quand le courrier se développe partout dans le monde, eh bien, il faut des gens pour acheminer le courrier. Et Saint-Exupéry fera partie, comme bien d'autres grands pilotes illustres, bien de ces pionniers qui ont marqué l'histoire, qui avaient un courage incroyable et qui ont fait des choses magnifiques. Oui, Thomas Rivière, il faut savoir qu'il est à terre, qu'il s'ennuie, et grâce à quelqu'un, il va pouvoir rencontrer le président de cette société et retrouver un avion. Exactement. Il va pouvoir voler. Voilà. On revient toujours à ça, puisque c'est quelqu'un qui souhaitait voler et c'est vrai que alors il a été également il y a eu des étapes puisqu'il a été chef d'escale à Cap Juby notamment, oui. Donc il n'a pas toujours volé quand il était dans l'aéropostale, mais il a fait partie de ces pionniers. Et puis, je crois que c'est à Toulouse qu'il fait la connaissance de Jean Mermoz, qui fait partie... Je crois que la compagnie, elle a 120 pilotes à l'époque. Exactement, et Jean Mermoz, avec qui il écrira un bout de l'histoire de l'aéropostale, bien sûr, et dont on retrouve évidemment dans ses écrits ses plus grandes histoires. L'aéropostale, c'est vraiment une aventure hors du commun qui a marqué le siècle, Thomas Rivière. Encore aujourd'hui, je pense que l'aéropostale... séduit les gens. C'est vraiment quelque chose qui a marqué l'histoire de l'aviation, mais qui a marqué le grand public. Évidemment, les générations qui l'ont connu sont en train de disparaître, bien sûr, mais ça reste dans l'imaginaire collectif et ça fait rêver, tout simplement. On parle d'aventure, moi je prends souvent cet exemple de me dire, mais
Qui, dans les années 30, voyageait? Qui voyait le monde? Qui prenait l'avion? L'aviation civile n'existait pas. Aujourd'hui, Saint-Exupéry, quand on voit ce qu'il a fait, c'est absolument magnifique. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote, puisque ma grand-mère nous racontait souvent, ma grand-mère, donc, qui était la nièce d'Antoine de Saint-Exupéry, quand Antoine de Saint-Exupéry nous a quittés, elle avait 14 ans. Et elle se souvient de son oncle, qui était un ovni, on ne parlait pas comme ça à l'époque, mais c'était quand il arrivait dans la maison familiale, quand il allait voir sa sœur et qu'il voyait ses neveux et ses nièces, il leur racontait ses aventures, il racontait ses exploits. Et donc c'était fabuleux, parce qu'à l'époque, évidemment, il n'y avait pas autant de fiction, cinéma, télévision, radio, comme on peut avoir aujourd'hui. Eh bien, il arrivait, il racontait ses exploits, il racontait ses voyages, et c'était une porte ouverte, véritablement, sur le monde. Et ma grand-mère me racontait avec émotion toutes les grandes histoires que Saint-Exupéry pouvait avoir, et c'était vraiment quelque chose de magique, parce que très peu de gens faisaient ça à l'époque. Exactement, c'était un pionnier. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui a compté beaucoup dans la vie de Saint-Exupéry, Thomas Rivière, c'est Henri Guillaumet, un autre pionnier de l'aviation. Exactement, il fait partie avec Mermoz de ces grands noms de l'aéropostale, et donc ça fait partie de ces pilotes absolument incroyables, avec cet épisode de la Cordillère des Andes, bien sûr, qui a été raconté partout au cinéma, comme dans la littérature et dans les livres de Saint-Exupéry. Et c'est vraiment une histoire d'amitié, et c'est vraiment une histoire de camaraderie également, parce que il y avait une véritable solidarité entre les pilotes de l'aéropostale, parce qu'ils faisaient le même boulot avec la même difficulté, avec le même danger, et donc ils savaient évidemment le risque qu'ils prenaient à chaque fois qu'ils montaient dans ces avions. Ils connaissaient leur mission, et c'était des véritables amis. Voilà, l'amitié, elle était née un jour après la guerre de 14-18. Henri Guillaumet traîne sur les Champs-Élysées, et à la terrasse d'un café, il rencontre Mermoz. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je viens d'être engagé à l'aéropostale, viens avec moi. Et c'est comme ça que ça a commencé. Exactement. Et ça, le parcours de Saint-Exupéry est fait de choses comme ça, de l'aéropostale, mais pas seulement. Et il y a une autre date importante aussi, parce qu'il y a l'aviateur et l'écrivain, c'est le 4 décembre 1931. A tout de suite sur Sud Radio avec Thomas Rivière pour parler d'Antoine de Saint-Exupéry et du Petit Prince. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Thomas Rivière, arrière-petit-neveu d'Antoine de Saint-Exupéry. Vous connaissez le sujet par cœur, puisque c'est quand même l'histoire de votre famille. On évoquera tout à l'heure le Petit Prince qui a 80 ans cette année. On évoque le parcours de Saint-Exupéry. Et puis le 4 décembre 1931, c'est un très grand jour, car ce jour-là, il reçoit le prix Femina pour son roman Vol de nuit. Et ça, c'est un tournant dans sa vie d'écrivain. Tout à fait. Le prix Femina, c'est évidemment une reconnaissance du monde de la littérature, et c'est un prix très important pour Antoine de Saint-Exupéry, qui est donc reconnu comme écrivain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a aucun doute sur le fait que ce soit un grand écrivain, peut-être l'écrivain français le plus lu dans le monde aujourd'hui. Et c'est un marqueur, en effet, c'est un marqueur, et ça fait de Vol de nuit un classique, ça fait de Vol de nuit un livre absolument magnifique que je vous invite à redécouvrir, et ça fait de ce livre évidemment la synthèse de tout ce qu'il est, de ce pilote, voyageur, écrivain, et donc c'est vraiment hyper important. C'est le courrier doit passer quoi qu'il arrive, comme au temps du Far West, et on sacrifie sa vie s'il le faut. Exactement, ils ont une mission, ils sont en mission, et ils vont jusqu'au bout. Et donc c'est vraiment un livre majeur. C'est un livre d'une beauté absolument incroyable. Et d'ailleurs, je peux déjà vous annoncer, puisqu'on en parle, que après le succès de Terre des Hommes, illustré par Riyad Satouf, qui est un énorme, c'est un livre illustré. Oui. Il y a une 150 illustrations, travail incroyable de Riyad Satouf, avec un succès phénoménal. C'est plus de 100 000 exemplaires vendus. Et après le succès de Terre des Hommes, Riyad Satouf va s'attaquer à Vol de nuit pour faire revivre Vol de nuit et pour faire redécouvrir Vol de nuit, puisque les gens ont redécouvert Terre des Hommes l'année dernière grâce à cette version illustrée. Et donc Vol de nuit va être également illustré, et ça sortira dans les prochains mois. Alors, il faut savoir qu'au départ, il avait été sélectionné pour le Goncourt, Vol de nuit, mais il y a une jalousie entre le Goncourt et le Femina à l'époque, puisque les gens du Goncourt sont accusés d'être misogynes par les dames du Femina. C'est pour ça que le prix a été créé, et il va se retrouver avec le prix Femina alors qu'il aurait pu avoir le Goncourt. Je crois qu'il y a toujours eu une guéguerre entre le Goncourt et le Femina. C'est vraiment quelque chose qui, chaque année, encore aujourd'hui, qui aura le prix. Et je crois que, justement, les listes ne sont pas les mêmes pour ces raisons-là. Alors, il se trouve aussi qu'il y a un fan inconditionnel, qui est un des premiers fans de Saint-Exupéry, c'est André Gide.
Oui. Car André Gide a préfacé en plus Vol de nuit et il a convaincu les dames du féminin d'accorder le prix. Alors, il faut savoir que Saint-Exupéry, ce Saint-Exupéry écrivain, était contemporain de bien des auteurs et de bien d'artistes et qu'il côtoyait, qu'il voyait donc à Paris, dans ce Paris mondain et artistique. Et donc, en effet, il côtoyait André Gide, comme il a croisé plus tard Renoir. Voilà, ça fait partie de ces grands noms que Saint-Exupéry a pu croiser, tous ses contemporains, et qui ont aidé, qui ont permis, qui ont rendu possible la montée de Saint-Exupéry comme auteur, puisque à la base il n'était pas reconnu comme tel, et que toutes ces rencontres ont fait que il a été adoubé finalement par d'autres artistes et qu'il est devenu lui-même cet écrivain connu et reconnu. Oui, en plus il faut savoir que Saint-Exupéry écrivait depuis toujours aux Beaux-Arts. Il noircissait chaque jour pendant les cours des dizaines de feuillets. Exactement. Il comblait beaucoup le vide d'un Saint-Exupéry. C'est vraiment quelqu'un qui a été très productif et très créatif à toutes les époques de sa vie. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui a laissé énormément de traces partout. Et son premier texte, qui s'appelait L'évasion de Jacques Bernis, est paru en extrait dans Le Navire d'Argent, une revue dont c'était le dernier numéro. Et après, c'est devenu un livre qui s'appelait L'Aviateur. Exactement. Et c'est vrai qu'il a convaincu un éditeur de publier ses textes, qui n'était pas évident au départ. Je pense que c'est jamais évident pour aucun auteur, d'autant que on n'attend pas d'un aviateur qu'il écrive. Alors, ce qui est très marrant aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, Saint-Exupéry, toute sa vie, a inspiré énormément d'artistes. On le voit on a parlé de Riyad Satouf et on peut parler de Johann Sfar, qui avait fait une bande dessinée sur Le Petit Prince il y a quelques années. Mais il a également inspiré les pilotes et il a inspiré des générations de pilotes écrivains derrière lui, des gens qui ont eu envie également de prendre la plume pour raconter ce qu'ils voyaient d'en haut. Pierre Klosterman, par exemple, après la guerre, et je crois qu'il a aussi aimé beaucoup Saint-Exupéry. Oui, voilà, c'est un autre exemple de l'aura d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors, après Vol de nuit, il y a Courrier Sud, qui est là aussi où Saint-Exupéry évoque l'héroïsme du pilote, la solitude, et là aussi, ça a été un livre important dans sa carrière. Oui, la carrière d'Antoine de Saint-Exupéry, son œuvre se résume en 4 livres, et chaque livre a marqué son époque, et chaque livre fait partie aujourd'hui du patrimoine et du panthéon de la littérature française. Je le disais tout à l'heure, Saint-Exupéry, c'est l'auteur le plus connu dans le monde, c'est peut-être l'auteur français le plus lu. Il fait rayonner la France et la francophonie depuis plus de 80 ans, et c'est vrai que chacun de ses livres a marqué à son époque l'histoire de la littérature et de l'aviation. Et il existe depuis 1998 un raid sportif qui s'appelle Courrier Sud, qui se déroule au Maroc pendant une semaine à la Toussaint. Exactement. Et il y a beaucoup d'événements sportifs ou d'événements comme ça qui portent le nom d'Antoine de Saint-Exupéry, parce que c'est le dépassement de soi. C'est très important. Je vous le disais tout à l'heure, il a inspiré énormément de pilotes, de personnes. Quand on lit Saint-Exupéry, c'est quelque chose de très inspirant. Donc c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, les titres de ces livres soient repris pour des événements de ce type. Et quand on lit Courrier Sud, Thomas Rivière, en filigrane, il y a l'histoire d'amour avec cette femme. Vous trouvez que mes histoires sont des histoires d'amour? Moi, je trouve pas tellement. Je trouve que Louise ce sont de Villemorin. des histoires. Car Louise de Villemorin, qui a fini sa vie avec André Malraux, son camarade d'enfance, elle avait un autre camarade d'adolescence qui était Antoine de Saint-Exupéry. Tout à fait, une histoire absolument incroyable. C'est cette histoire des histoires d'amour d'Antoine de Saint-Exupéry, des histoires passionnées, des histoires absolument incroyables avec des rencontres. Saint-Exupéry était très amoureux de Louise de Villemorin. Ils étaient tout jeunes tous les deux, ils étaient camarades d'enfance par des copains communs. Exactement. Et donc voilà, ils ne finiront pas leur jour ensemble, mais ça fait partie de ces rencontres très importantes. Et je crois je crois que la mère de Louise de Villemorin ne voulait pas entendre parler d'Antoine de Saint-Exupéry. Exactement, c'est un peu la raison pour laquelle leur relation n'a pas duré, puisque à l'époque les parents avaient leur mot à dire sur les fréquentations. C'est pas de chance qu'on a parlé de ses fiançailles en disant que c'était des fiançailles pour rire, je crois. Oui, exactement. La formule est plutôt jolie entre guillemets. Alors il y a quelqu'un d'autre qui est rentré dans sa vie, et là ça a été très important. Au cours d'un voyage en Argentine, Antoine de Saint-Exupéry rencontre Consuelo Succén Sandoval de Gomez, qui est une femme née au Salvador,
qui a été journaliste, artiste peintre, qui s'est mariée 2 fois, qui est veuve et qui a beaucoup d'argent. Et c'est le grand amour. Exactement, il l'épousera, et donc ils vivront une passion absolument incroyable. Et c'est une femme très importante dans sa vie. C'est une relation aussi tumultueuse. On parle de la neige et du feu. On parle évidemment d'une relation assez folle, mais d'un amour profond. Alors l'histoire entre Consuelo et Antoine de Saint-Exupéry est assez étonnante parce qu'ils ont un point commun, c'est qu'ils n'ont aucune notion du rangement et de l'argent. Exactement, ça fait partie de la légende, on va dire, en tout cas familiale. Et c'est vrai que ils vivaient une grande vie. Alors Saint-Exupéry avait connu le succès avec ses livres, bien sûr. Mais c'est vrai que ils étaient habitués des bonnes tables parisiennes, à la brasserie Lippe notamment, où il y a encore la table Antoine de Saint-Exupéry. C'est vrai qu'ils avaient cette vie parisienne très mondaine. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont passer une partie de leur vie à avoir l'électricité coupée, à avoir des huissiers, à être poursuivis par les impôts. Oui, et puis à demander des avances aux éditeurs avec qui ils travaillent. Ça fait partie de la légende. Mais en même temps, il y a une fusion entre eux. Exactement. C'était une passion. Voilà, je pense qu'on peut parler de fusion ou de passion, puisque ils se sont inspirés l'un l'autre, ils se sont nourris l'un l'autre, et ça a été une véritable histoire d'amour. Et je crois même que quand Antoine de Saint-Exupéry a eu un accident très grave, un de plus au Guatemala, c'est sa femme Consuelo qui est intervenue pour éviter l'amputation de la main. Oui, exactement. Donc, elle était présente. Elle était présente à toutes les étapes. Elle était présente quand il a été en exil plus tard aux États-Unis et au Canada. On a des vidéos en couleur. On a retrouvé il y a quelques années des vidéos quand ils étaient au Canada dans les années 40. Et donc, oui, ils étaient très présents. Ils étaient très, 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 très unis. Et moi, je sais qu'après la mort de Saint-Exupéry, il a eu une vie mondaine. Et quelqu'un qui a été très proche d'elle, et il me l'a avoué le jour de ses 100 ans, quand je l'ai reçu dans les clés d'une vie, c'est Henri Verne, le créateur de Bob Moran. D'accord. Qui est devenu le meilleur ami de Consuelo. Et elle lui a fait ses confidences pendant des années. D'accord. Écoutez, vous me l'apprenez. Alors, il y a aussi le côté journaliste, car d'abord, il va travailler au service de propagande d'Air France. On ne parle pas de communication. Oui. Il va être un des pionniers des films d'Air France d'aujourd'hui. Exactement. Saint-Exupéry, c'est peut-être moins connu, son côté journaliste, son côté... mais finalement... Les livres qu'il a pu écrire, que ce soit Courrier Sud ou Vol de nuit, sont des livres dans lesquels il raconte le monde tel qu'il le voit, où il le décrit. Il décrit son quotidien, il décrit son métier. Et donc, il a toujours aimé raconter le monde tel qu'il était. Et finalement, quand on regarde Le Petit Prince, dont on parlera tout à l'heure, Le Petit Prince, c'est également une photographie du monde tel qu'il était dans les années 40, avec ce monde d'adulte que l'enfant ne comprend pas. Donc, on y retrouve véritablement Vous savez, un journaliste, ça pose des questions. Un journaliste, ça pose des questions, et Le Petit Prince, il pose des questions, il pose beaucoup de questions, si bien que le pilote, l'aviateur, est un peu ennuyé, un peu agacé, et qu'il finit par lui dessiner une pouette avec un mouton. Donc, Saint-Exupéry, il aimait poser des questions, et il avait tout à fait sa place dans ce rôle de journaliste. Voilà, et celui qui a repéré le talent de journaliste de Saint-Exupéry, c'est Pierre Lazareff. À l'époque, il est jeune journaliste, jeune directeur de Paris Midi, qui va devenir France Soir et de Paris Soir. Il a démarré comme chroniqueur le soir mondain, et puis il est monté en grade, et il va confier des reportages, notamment à Moscou, à Saint-Exupéry. Le plus dur, c'est d'avoir la copie, parce qu'il n'écrit pas beaucoup et il est toujours en retard, Saint-Exupéry. Visiblement, c'est encore une fois la légende qui raconte que il n'était pas toujours... il fallait rendre la copie. D'ailleurs, si on parle de retard, dans la genèse du Petit Prince, le Petit Prince est sorti en 43, comme on l'a dit tout à l'heure, aux États-Unis. Il devait sortir en 42. Et il y a un reportage aussi qu'il a accepté, moyennant une avance, parce qu'il avait besoin d'argent, pour un journal L'Intransigeant, qui était un grand journal du matin. Et là, ce reportage va tourner au drame. Il veut tenter le raid Paris-Saigon en 3 jours. Et puis, il va tomber dans le désert, ce qui va faire la fortune de L'Intransigeant. Oui, et c'est surtout que cette scène d'un avion qui tombe dans le désert avec un avion abîmé lui inspirera finalement une scène clé, la scène d'ouverture du Petit Prince. Donc finalement, on en parlera tout à l'heure certainement, mais le Petit Prince est la synthèse de toute sa vie. Bien et sûr. Donc il est allé piocher dans ces événements. Donc sans ces événements où à chaque fois, puisque on l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs avions qui ne sont pas arrivés à bon port, eh bien ça a permis de créer une œuvre absolument phénoménale. Oui, mais en même temps, cet accident, c'est incroyable. Il aurait dû ne pas survivre. Et avec son pilote, ils se sont perdus dans le désert. Et ils ont failli mourir de faim et de soif.
C'est le hasard. C'est le hasard. Ils ont été retrouvés comme ça. C'est une chance absolue. Et voilà, c'est une destinée. Sinon, ça nous aurait peut-être privé du Petit Prince. Donc, on est vraiment ravis que ça a permis de forger un peu plus la légende. Oui, parce que Saint-Exupéry disait qu'il avait eu des mirages, des hallucinations. D'ailleurs, dans Terre des Hommes, il raconte tout ça. Oui, et puis les hallucinations, je reviens sur le Petit Prince, on n'est pas loin de l'hallucination également. Donc tout ça est un tout. On parlait tout à l'heure de Cap Juby, on parlait de quand il était chef de poste à Cap Juby, à Tarfaya, où il avait adopté un renard des sables, un fennec, et qui est devenu le renard du Petit Prince, avec le côté apprivoise-moi, cette scène qui est la scène préférée de tous les lecteurs du Petit Prince du monde entier. Donc, vous voyez, on est vraiment dans la synthèse de tout ça. Toutes ces aventures, on les retrouve dans ses écrits et inversement. Et ben c'est pour ça qu'on va évoquer le Petit Prince à travers la date du 22 avril 2026. A tout de suite sur Sud Radio avec Thomas Rivière pour parler du Petit Prince et d'Antoine de Saint-Exupéry. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Thomas Rivière, arrière-petit-neveu d'Antoine de Saint-Exupéry. On a évoqué donc tout le parcours de Saint-Exupéry et bien sûr la synthèse, c'est le Petit Prince. Et 80 ans de l'édition française chez Gallimard cette année. Et le 22 avril 2026 est sortie une édition interactive du Petit Prince. Qu'est-ce que c'est ? Exactement, pour célébrer les 80 ans du Petit Prince, nous avons fait appel à un studio anglais qui s'appelle le studio Minalima. Ce sont des artistes, des graphistes qui ont travaillé, qui ont un pédigré absolument incroyable, puisque c'est eux qui ont fait les décors et tous les éléments papier, comme la carte du maraudeur dans les 8 films Harry Potter. Et ils ont illustré les 3 premiers. Les 3 premiers Harry Potter, ils ont fait nombre de classiques, que ce soit Alice au Pays des Merveilles, que ce soit Peter Pan, Magicien d'Oz, etc. Et ils sont venus nous voir il y a 2 ans avec cette envie d'illustrer le Petit Prince. Et comme on souhaitait trouver une bonne idée et d'avoir un beau livre pour les 80 ans du Petit Prince, eh bien, nous avons fait ce livre, Le Petit Prince, illustré par Minalima. Le studio Minalima, alors c'est un livre qui reprend le texte original, mais nous avons pour la première fois autorisé d'autres artistes à illustrer. Donc ce ne sont pas les dessins d'Antoine de Saint-Exupéry, ce sont des dessins faits par le studio Minalima, avec comme dans un livre pop-up, avec des pages qui se détachent, avec beaucoup de jeux papier qui peuvent arriver. Et c'est vraiment un livre magnifique qui célèbre de la plus belle des façons les 80 ans du Petit Prince. Et comme le studio Minalima est un studio qui cartonne dans le monde entier, le livre est sorti en 22 langues. C'est un tirage de 250 000 exemplaires, c'est phénoménal. Je peux déjà vous annoncer que le 2e tirage est en route et que le 3e tirage est en cours. La demande est telle, si vous voulez, que pour être sûr d'en avoir jusqu'à Noël, il y a déjà 3 tirages qui sont en cours. Et c'est un succès à la hauteur du Petit Prince, puisque le Petit Prince, c'est un succès mondial. C'est un livre qui est lu aussi bien en France, évidemment, partout en Europe, aux États-Unis, où il a été écrit, où il est né, où il a été publié la première fois, en Amérique du Sud, en Asie. On ne se rend pas compte du phénomène aujourd'hui que le Petit Prince est en Chine et au Japon. C'est un livre que les gens adorent. Et en Chine, il a été découvert, je crois, grâce à la série d'animation. Au film d'animation de 2015, exactement. Le film de Mark Osborne, qui est le film d'animation français le plus vu dans le monde, c'est 23 millions de spectateurs dans le monde. C'est un film qui est sorti donc en 2015 en Chine et qui a fait 5 millions d'entrées. Et les Chinois ont découvert Le Petit Prince grâce... Le livre était déjà disponible, mais ce n'était pas un succès. Et ils ont voulu découvrir. Et donc maintenant, aujourd'hui, ils s'en vendent des millions chaque année, notamment chez un éditeur qui s'appelle Guomai, qui en vend à peu près 1 million par an. Donc la belle histoire continue. Voilà. Alors, il faut savoir qu'au départ, en 1942, l'éditeur du Petit Prince en Amérique, il se trouve que Saint-Exupéry est en Amérique parce qu'il a essayé de contribuer au fait que les Américains entrent en guerre contre l'ennemi, et lui demande de faire un conte de Noël. Et il n'a pas envie de faire un conte de Noël. Exactement. Les éditeurs d'Antoine de Saint-Exupéry dînent avec lui en 1942 et comme il est un peu déprimé parce qu'il veut que les Américains prennent conscience de ce qui se passe en Europe et rentrent en guerre, il essaye de rencontrer les journalistes, les puissants, les politiques pour essayer de vraiment convaincre les Américains de rentrer en guerre. Comme ça prend du temps et que c'est très compliqué,
eh bien ses éditeurs lui disent écoute, ce qui marche bien, c'est les contes de Noël. Tu devrais écrire un conte de Noël. Et donc, il y avait Mary Poppins qui avait marché 10 ans auparavant. Ça avait marqué les Américains. Exactement. Et donc du coup, il se met à écrire. Et il devait rendre sa copie pour Noël 42. Évidemment, il était en retard. C'est sorti en 43. Saint-Exupéry, et puis ce n'est pas un conte de Noël, c'est surtout ça, c'est qu'il n'a pas fait ce qu'il voulait, il a fait ce livre qui est la synthèse de sa vie, qui raconte évidemment beaucoup de choses sur lui, beaucoup de choses sur ses relations et ses voyages, ses accidents. Et sa carrière d'aviateur. Et donc, il propose ce livre qui sort en 43, en avril 43 aux États-Unis. Saint-Exupéry en français et en anglais. Il sort aux États-Unis en français et en anglais. Ouais. Saint-Exupéry voit la sortie, évidemment, avant de quitter les États-Unis. Il pourra même faire des séances de dédicaces, puisqu'on a des exemplaires dédicacés en français et en anglais. Et puis après, il repartira combattre, il repartira en Europe pour libérer la France et pour servir son pays. Et l'origine du Petit Prince, je crois, Thomas Rivière, que ce sont des dessins qu'il réalisait en marge de ses cahiers ou avec un petit bonhomme. En fait, le Petit Prince est partout. Quand on regarde tous les dessins, on a fait une fantastique exposition au Musée des Arts Décoratifs il y a 3 ans qui présentait tous les dessins connus de Saint-Exupéry. C'est une exposition unique. Je ne sais pas, c'est la première fois qu'on voyait les dessins du livre, par exemple. Il n'avait jamais été exposé, le dessin de la couverture du Petit Prince sur sa planète, ou le Petit Prince en majesté avec son costume de prince. Ces dessins ont été présentés pour la première fois. Et on s'est rendu compte que Saint-Exupéry avait dessiné, ça faisait des années déjà qu'il dessinait le Petit Prince, que ce soit dans les marges, que ce soit sur des nappes, que ce soit sur des serviettes en papier, que ce soit sur des sous-bocs, dans des carnets. Il laissait des carnets un petit peu partout où il voyager, et on s'est rendu compte dans des correspondances, il a écrit des lettres enflammées, des lettres d'amour avec le Petit Prince dans un livre qui a été édité qui s'appelle Un amour de Petit Prince. C'est vraiment quelque chose qui l'a accompagné et qui l'a synthétisé dans le livre, puisqu'il lui a donné vie. Oui, la seule différence, c'est que la coiffure du Petit Prince n'était pas ce qu'elle est devenue. Je crois qu'il a vu un jour une poupée chez Sylvia, une amie, et que c'est ça l'origine de la coiffure du Petit Prince. Exactement, le Petit Prince, le dessin du Petit Prince a évolué évidemment, puisque en fait, Saint-Exupéry, si vous regardez le livre, si vous regardez les dessins qu'il a fait par ailleurs, qui sont disponibles dans des livres magnifiques publiés par Gallimard, il le dessine jamais 2 fois de la même façon. Il est toujours différent. Mais il y a toujours on le reconnaît à chaque fois. C'est ça le dénominateur commun, c'est que il n'y a aucun doute, c'est le Petit Prince. Et il se trouve en plus qu'il y a une sorte de thérapie dans le Petit Prince. Il l'a écrit presque naturellement le soir avec du Coca-Cola et des cigarettes. D'ailleurs, il y a des traces sur les manuscrits. Exactement, sur les manuscrits. Alors, il faut savoir que les manuscrits qui sont à la Morgan Library à New York, qui sont conservés là-bas, qu'on avait fait venir pour l'exposition au Musée des Arts Déco. On avait un avion Air France qui nous avait ramené, j'étais dans cet avion, j'ai eu le plaisir de faire ce voyage, de ramener ce texte qui n'avait jamais connu la France à Paris pour peut-être la seule fois, puisque ça ne se reproduira plus. C'est sur du papier qu'on appelle onion skin, c'est de la pelure d'oignon. C'est du papier très très fin. Et aujourd'hui, les manuscrits sont conservés évidemment de la plus belle des façons, mais on y voit des ronds de tasses de café. Il y a des traces un petit peu partout parce que en effet, il écrivait tard le soir, comme vous l'avez dit, et que il a laissé. C'était quelque chose de vivant. Et je crois que l'illustration, il était allé dans une boutique de la 8e avenue et il a acheté une boîte de peinture à l'eau toute simple. Oui, d'aquarelle, et qu'il a donc illustré lui-même, parce que c'est précisé sur la couverture de toutes les éditions du Petit Prince, mais il y a ce sont les illustrations d'Antoine de Saint-Exupéry. Il y a encore des gens qui ne savent pas que Saint-Exupéry a à la fois illustré et écrit le texte. Et ce qui est marrant, c'est que ce n'est pas juste des illustrations en marge. Les dessins font partie de l'histoire, c'est-à-dire qu'il faut, sous chaque dessin, il y a une légende, ça fait partie du texte. Ça ne reprend pas le texte du livre, ça fait partie en plein du texte. C'est pas une bande dessinée, mais c'est l'association de dessins et d'un texte magnifique. Voilà, et en même temps, il a jeté beaucoup de feuillets qu'on ne verra jamais. Oui, il y a des chapitres entiers du Petit Prince qui ne sont pas dans la version finale, mais alors, je pense que ça, c'est le propre de chaque auteur. Il y a toujours des versions de travail d'un livre, et à la fin, il a décidé de ce qui finira par figurer dans le livre. Notamment une scène où Saint-Exupéry va chez des gens, rencontre les hommes. Cette scène, il l'a coupée, parce que le seul être humain qu'il rencontre finalement sur Terre, c'est le pilote. Il y a
voilà, il y a une planète qui a été effacée également, et une planète qui n'est pas dans la version finale. Et voilà, Saint-Exupéry a retravaillé son texte pour en faire quelque chose de magnifique sur ces 80 pages. Voilà. Ouais, en même temps, l'origine du Petit Prince, du personnage, j'ai vu sur Internet une dizaine de versions différentes. Comment il a créé le Petit Prince, comment l'esprit est venu. Il y a des personnages, il y a des amis, Pierre Sudreau, on voit plein de notes là-dessus. Alors, le Petit Prince, c'est vraiment, je pense, la synthèse de toute sa vie. C'est-à-dire qu'on y retrouve l'enfant qu'il a été, on y retrouve son frère qui est décédé beaucoup trop jeune, on y retrouve sa relation avec sa femme et avec les femmes, quand il parle des roses, quand il parle des épines. On y retrouve tout son vécu, les accidents d'avion dans le désert. Je vous parlais tout à l'heure de sa rencontre avec un fennec du désert qui est devenu le renard du Petit Prince quand il était à Cap Juby, chef de poste à Tarfaya. Tout ça est la synthèse de ce qu'il a fait. Et donc, le Petit Prince a réussi à condenser dans un texte court. Ça se lit en une soirée, le Petit Prince. Il faut rappeler que c'est un texte court de 80 pages qui se lit magnifiquement bien et qui nous raconte toute la vie de Saint-Exupéry, finalement. La version la plus courante, c'est qu'il se serait inspiré de son filleul et neveu François Daguet, qui était le fils de sa sœur cadette Gabrielle. Alors ça fait partie évidemment des théories, mais je pense, comme je vous le disais, qu'il y a beaucoup d'histoires et je pense que c'est la synthèse de toutes ces histoires. Évidemment que François Daguet, que j'ai beaucoup connu et que j'ai beaucoup aimé, figure parmi ses inspirations. C'est quelque chose de très important dans la famille. Alors Thomas Rivière, il y a aussi un enregistrement qui a touché une génération dont je fais partie. Il s'agit de cet aviateur qui est Saint-Exupéry et qui est tombé en panne dans le désert. Et ça, vraiment, il enregistre ce disque parce qu'il voulait faire plaisir à ses enfants. C'est devenu un classique. Et alors, je pense qu'aujourd'hui, on ne mesure pas à quel point cet enregistrement de Gérard Philipe a pu démocratiser ou faire connaître le Petit Prince, en France en tout cas. On rencontre des gens de toutes les générations aujourd'hui, parce qu'on pourrait se dire que ça ne concerne que les plus anciens d'entre nous. Mais il y a encore des gens d'une trentaine d'années qui nous disent qu'ils écoutaient le disque à la maison, des gens qui ont 25 ans, qu'ils écoutaient la cassette. Et c'est absolument incroyable de voir à quel point ça a marqué. Le ton, la voix, tout. Ça fait partie de la mythologie aujourd'hui. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui ont découvert le Petit Prince à travers Gérard Philipe. Et Georges Poujouli, parce qu'on oublie que le rôle du Petit Prince est tenu par Georges Poujouli, qui à l'époque était célèbre parce qu'il avait tourné Jeux interdits avec Brigitte Fossé. Exactement. Mais c'est vrai qu'on parle de Gérard Philipe, mais voilà, Gérard Philipe, il raconte l'histoire. Alors, il se trouve aujourd'hui qu'il y a une nouvelle version que vous proposez du Petit Prince avec Denis Podalides. Exactement, est sorti il y a une quinzaine de jours chez Gallimard. Un livre audio, c'est un opéra réalisé par un jeune talent qui s'appelle Balthazar Pouillou. J'ai eu le plaisir d'aller voir sa représentation à la salle Cortot. Il y a eu 2 représentations exceptionnelles. C'est un jeune de 21 ans qui a fait un opéra sur son temps libre et qui a demandé à Denis Podalides de raconter. C'est absolument magnifique. Vous trouvez ça sur toutes les plateformes d'écoute, Deezer, Spotify et autres. Et vraiment, ça réinvente le Petit Prince. Ça démocratise l'opéra. Les musiques sont formidables, les chansons sont incroyables et la voix de Denis Podalides. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Alors en même temps, puisqu'on célèbre les 80 ans du Petit Prince, il y a aussi d'autres choses. Je vois sur la table une BD qui est la réédition d'une BD sur Saint-Exupéry que vous avez réalisée. Et il y a... Exactement, nous avons réédité chez Glénat la trilogie sur Antoine de Saint-Exupéry, écrite par Pierre-Roland Saint-Lizier et dessinée par Cédric Fernandez. Il s'agit de la vie de Saint-Exupéry en 3 actes, un peu comme on a fait tout à l'heure, avec l'ensemble de sa vie, la création du Petit Prince. Ça s'appelle Saint-Exupéry et l'origine du Petit Prince, c'est chez Glénat. Et vraiment, c'est une magnifique édition. Et vous trouverez partout en presse et en librairie également un 1XL magnifique, qui est un journal qui fonctionne très très bien. À l'heure où la presse a beaucoup de mal, eh bien, ce journal fonctionne très bien, avec un dossier sur Saint-Exupéry et une magnifique affiche signée par Félix Delep, qui est un auteur de bande dessinée, qui a fait Le Château des Animaux notamment, qui est une fantastique bande dessinée chez Casterman.
Donc quand vous dépliez le magazine, ça vous fait une fantastique affiche. Ça c'est c'est déjà un succès d'ailleurs. Et je signale également la sortie d'une encyclopédie. Incroyable. Toute petite encyclopédie, c'est la mini-encyclopédie, c'est la version miniature d'une encyclopédie qui est déjà sortie aux éditions Guin et Memine. Et là vous allez retrouver tout ce que vous devez savoir sur le Petit Prince. Voilà, c'est ce qui m'a aidé pour préparer l'émission. Et en même temps, je vois qu'il y a aussi il y a un timbre, je crois, qui va sortir. Et exactement, pour célébrer les 80 ans du Petit Prince, on a voulu rendre hommage à Saint-Exupéry. On parlait tout à l'heure du pionnier de l'aviation et de l'aéropostale. On a des millions de timbres qui vont être édités dans les prochains jours à l'effigie du Petit Prince. Et se dire que pour les 80 ans du Petit Prince, il va y avoir des millions d'enveloppes et de lettres qui vont voler dans toute la France et qui vont parcourir les cieux comme Saint-Exupéry le faisait. On trouve que l'histoire est très très belle. Et on a voulu travailler également donc, à la Poste, mais aussi avec la Monnaie de Paris, avec qui on travaille et on collabore depuis plus de 30 ans. On a fait une pièce de 2 €. Et ça, les collecteurs, je vous l'offre. Oh, merci. C'est une pièce de 2 €. On avait fait un billet de 50 francs, souvenez-vous, il y a une trentaine d'années. Un très beau billet qui est célébré Saint-Exupéry. Et 30 ans après, faire une pièce de 2 € pour les 80 ans du Petit Prince, on trouve que le symbole également est très joli. Et il y a même des stylos à billes. Et oui, on a fait des très belles collaborations parce que Saint-Exupéry, c'est l'écriture. Et donc, du coup, on a approché la maison Bic pour faire également des magnifiques stylos et voilà, plein de produits dérivés de qualité qu'on fait pour continuer à faire vivre le Petit Prince. Oui, car votre mission, finalement, Thomas Rivière, c'est que le Petit Prince continue à traverser les générations. Exactement. Notre mission première, c'est de protéger le Petit Prince. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on protège le Petit Prince à travers le droit d'auteur, à travers le droit moral et à travers le droit des marques. On ne veut pas que le Petit Prince tombe entre de mauvaises mains et on ne veut pas que les gens fassent, entre guillemets, n'importe quoi avec le Petit Prince. Donc, du coup, on s'est structuré pour pouvoir répondre aux demandes et pour pouvoir faire des belles collaborations dont on serait très fiers. Il y a évidemment toutes ces sorties éditoriales parce que moi, ce que je préfère faire, c'est des livres et des bandes dessinées. Et c'est là que je prends le plus de plaisir. Mais faire également des expositions immersives comme on l'a fait avec Culture Espace à l'Atelier des Lumières. Et il y en a une autre à Bordeaux et à Beau-de-Provence. Exactement, elle est en ce moment à Bordeaux et au Beau-de-Provence. Elle est à Dortmund aussi pour nos amis allemands depuis quelques semaines. Elle sera à Amsterdam à la fin de l'année. On va revenir à Paris normalement cet été. On a fait plus de 750 000 visiteurs depuis le début. C'est une façon de redécouvrir le Petit Prince. En fait, quand vous faites une exposition comme ça, qui est vue par 750 000 personnes, les gens, en sortant, d'abord, ils y vont en famille, donc les enfants découvrent le Petit Prince, et quand ils ressortent, ils passent par la boutique et ils rachètent une édition. Le Petit Prince, dans son édition la plus simple, en édition de poche, s'est vendu dans ces expositions à des dizaines et des dizaines de milliers d'exemplaires grâce à ces expositions. Donc tout ce qu'on fait, c'est pour faire redécouvrir l'œuvre. C'est pour ça qu'on a fait un film en 2015, c'est pour ça qu'on a fait des séries télé, c'est pour ça qu'on a fait des spectacles musicaux, qu'on a fait des comédies musicales, qu'on a fait des opéras, cet opéra de Balthazar Pouillou. Voilà, tout ça est pour redécouvrir l'œuvre. En tout cas, je suis sûr que de là-haut, Saint-Exupéry doit être très fier de son arrière-petit-neveu et de toutes celles et ceux qui défendent sa famille, car si j'ose dire, vous réservez, Thomas Rivière, un traitement royal au Petit Prince. Merci beaucoup. Continuez ainsi. Merci beaucoup. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.